Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'algorithme Box Agent Hints exécuté avec le logiciel R. Allons ouvrir notre logiciel R. On va venir ici. On exécute en tant qu'administrateur. On va patienter un petit instant. Et là, c'est bon, on a notre logiciel R. On vient ici, donc en Markdown. On crée un fichier en Markdown qu'on va appeler Arima. On choisit Word. C'est très important de le faire. Donc, on a choisi Word. Ensuite, on va créer notre interface dont on aura besoin. Tout ce qui est là actuellement, on n'en a pas besoin, donc on va l'effacer tout simplement. La seule chose dont on aura besoin, c'est les blocs de code et le début de la présentation. Donc voilà, on prend les blocs de code, on en a plusieurs pour ne pas avoir à réécrire après. Donc on a fait ça. Ensuite on enregistre, on va le mettre sur le bureau dans notre dossier Arima et on va l'appeler Arima. Arima, donc on l'a appelé Arima, voilà. La première étape, c'est qu'on va importer la base de données. Donc, étape 1, importation de la base de données. Ok, on importe la base de données avec la librairie Haven, parce qu'on a une base de données en format stata. Donc, librairie Haven, elle est juste là. Ok, la librairie Haven, elle est juste là. Maintenant, on va appeler notre base de données DF. On fait une affectation. Read DTA. On cherche le chemin d'accès. La base elle est ici. Sécurité. On prend le chemin d'accès. Juste là. On referme. On vient, on le colle juste ici. Alors, là, si on exécute la ligne de code de cette façon, on aura une erreur parce que les slash ne sont pas doublés. Donc, ce caractère ne sera pas considéré comme étant le bon caractère pour une importation. Donc, j'exécute pour voir. Et voilà, on a une erreur. Maintenant, le truc, c'est de doubler les slash. Si vous avez ce type d'erreur, vous doublez tout simplement les slash et ce sera résolu. Donc, je double. Et là, c'est bon. Vous voyez que c'est résolu. Et on peut également vérifier la base en faisant un view. View df. Alors, en vérifiant la base, on se rend compte que nous n'avons pas une colonne pour les dates. On va créer une colonne pour les dates qui va faire un décompte des indices. À compter de la date d'aujourd'hui, il va décompter les indices et assigner une valeur de date à chacune de nos valeurs de prix de l'or. Pour faire cela, on va revenir ici. On va commencer par créer une variable de date. Donc, on va créer étape 2. Création de la date. Donc, pour créer la date, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qui s'appelle date de départ. On va l'appeler date dep. Donc, date dep, on fait une affectation. Date dep prend la valeur de as.date. As.date, on ouvre la parenthèse et on va mettre la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui, elle est juste là pour faire le décompte. Et on met ça comme ça. Là, on a les double slash. Ouais, j'avais pris avec les guillemets, donc pas nécessairement. Voilà. Ok, c'est parfait. Donc là, on a créé la variable date de départ qui est ici. Et maintenant, on va mettre une variable date dans la base de données. Donc, pour insérer la variable date dans la base de données, on va écrire df $date qui prendra la valeur de date de départ, c'est-à-dire faire un décompte de date de départ. Prendra la valeur de date de départ et ensuite tu feras le décompte moins 0 de points par le nombre de lignes qu'on va mettre dans la parenthèse nrow de df moins 1 et on exécute. Ok, c'est parfait. Donc là, on a bel et bien créé notre variable date de départ qui est ici. Donc la variable date est bel et bien dans la base de données. Et là, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vérifier la stationnarité qui est un préalable indispensable à l'analyse des séries temporelles. Donc, ici, on va juste ça, on va l'appeler étape 3. Étape 3.
stationnarité. Pour la stationnarité, certains regardent encore les fonctions du corrélogramme, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais vu qu'il y a des tests qui permettent de tester directement la stationnarité ou encore tester la présence de racines unitaires, pourquoi utiliser le corrélogramme, qui est une méthode que j'estime être une méthode de tâtonnement? Et raison pour laquelle nous n'allons pas faire de corrélogramme pour ce tutoriel, mais par contre nous allons uniquement nous attarder sur les tests standards. Et nous allons également utiliser un test non standard, mais qui est très prisé. Donc je vais vous présenter juste rapidement un aperçu de mon cours de Master 1. Donc là, c'est un cours avec le professeur Ndeneka. Donc voilà, les tests standards. Ici, comme test standard, nous avons un Dicke-Fuller simple de 1979, un Dicke-Fuller augmenté de 1981, Philippe Perron 1988, CO 1999, Dicke et Pentula 1987. Ça, ce sont les tests standards. Parmi les tests standards, nous allons utiliser un Dicke-Fuller augmenté, puis nous ferons un Philippe Perron. D'accord? Ensuite, nous allons utiliser également un KPSS. C'est ce test-là. C'est un test de stationnarité. Il teste directement la stationnarité et nous permet également de déterminer si nous avons un processus TS ou un processus DS. Donc, TS pour Trend Stationary, DS pour Differency Stationary. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons charger la librairie. En fait, la librairie qui nous permettra de le faire, c'est T-Series. Donc, library, T.Series. Donc, on a la librairie T-Series. Et maintenant, dans T-Series, le premier test qu'on veut faire, c'est un test de Dicke-Fuller augmenté. Donc, on va mettre l'initial en anglais, c'est ADF. Donc, Augmented Dicke-Fuller. Donc, ADF.test. Voilà, on nous a suggéré le ADF.test. Et le ADF.test, on veut le faire dans notre base de données et sur la variable prix de l'or. Donc, la variable prix de l'or, elle est écrite de cette façon, je pense, voilà, or. Et on exécute. Voilà, donc ici, on nous dit le package, blablabla, a été compilé. Ça, c'est parce qu'on a chargé la librairie T-Series. Donc, voici notre p-value ici. Ici, on a une p-value de 0,4307. 0,4307 qui est supérieur à 0,005. Donc, on nous dit que la variable n'est pas stationnaire. Et voici, ici, en fait, on nous donne directement même l'hypothèse alternative. Donc, on nous donne H1. H1, hypothèse alternative hypothesis, donc de stationnarité. Donc, on va sélectionner l'hypothèse alternative en disant que la variable n'est pas stationnaire, il y a présence de racine unitaire. Ensuite, on peut faire un test de Philippe Perron. Donc, c'est un PP-test. Donc, pp.test, voici. Voici le PP-test. On prend la même chose. On vérifie. Alors, on vérifie. Donc, en fait, le PP-test est censé apporter une amélioration au test de Dicke-Fuller augmenté, tout simplement parce qu'il prend également le fait qu'il y ait hétérocélasticité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il vérifie également, il prend également en compte le fait que la variable puisse avoir une variance qui n'est pas stable dans le temps. Donc, c'est cette correction-là qu'apporte le test de Philippe Perron, raison pour laquelle il est souvent utile d'effectuer les deux tests, bien qu'on a des résultats voire similaires ou peut-être même strictement exacts, mais c'est toujours important de faire ces deux tests ensemble. Donc là, je vais exécuter à nouveau, j'aurai les deux. Donc ça, c'est ma p-value pour le test de Dicke-Fuller augmenté, et ça, c'est ma p-value pour le test de Philippe Perron. Donc la p-value de test de Philippe Perron, elle est à 0,513, qui est supérieure également à 0,05. Donc la variable n'est pas stationnaire. Et il y a présence de racines unitaires. Et il faut savoir également que ces deux tests utilisent les mêmes hypothèses. D'accord? Mais par contre, le prochain test qu'on va faire, c'est le KPSS. Ce test-là, lui, par contre, il teste la stationnarité directement, alors qu'eux, ils testent la présence ou l'absence de racines unitaires. Donc, on va faire un KPSS. Donc, on va dire KPSS, c'est où? KPSS.test. Donc, KPSS.test, tester directement la stationnarité. Et voici notre KPSS. Et ici, par contre, voilà, on a une p-value qui est de 0,01. Donc, la variable n'est pas stationnaire. Et si la variable n'est pas stationnaire, ça veut dire qu'elle suit un processus DS, donc Differency Stationary. Ce qui veut dire qu'on doit effectuer une différence première avant que la variable soit stationnaire, ou peut-être une différence deuxième, etc. Pour le moment, on ne sait pas, mais on doit différencier la variable pour qu'elle puisse être stationnaire.
raison pour laquelle nous allons passer à l'étape suivante. Mais tout d'abord, il y a un facteur très important que je tiens à souligner. Très souvent, les gens, avant de faire avant de faire une différenciation, ils font ce qu'on appelle une transformation de Box-Cox. De Box-Cox. En quoi c'est utile cette transformation à ce niveau? Elle est utile dans la mesure où elle nous permet de définir le type de différenciation qu'on est censé effectuer pour notre base de données. C'est-à-dire à savoir si la variable suit un processus multiplicatif ou un processus additif. Dans le cas où la variable suivrait un processus multiplicatif, on pourrait appliquer un logarithme pour utiliser les propriétés des logarithmes qui transforment les produits en somme. Mais dans le cas où la variable suit un processus additif, on n'a pas besoin d'effectuer une transformation logarithmique. Et donc, plus le lambda il est proche de 0, on dira que la variable suit un processus multiplicatif. Donc, on est censé appliquer le logarithme. Plus le lambda est proche de 1, on dira que la variable suit un processus additif. Dans ce cas, on peut appliquer une différence première, deuxième, etc. sans avoir à effectuer une quelconque manipulation. Sans plus tarder, nous allons procéder à la transformation de Box-Cox. C'est très simple. On va créer notre paramètre lambda juste ici. Donc, on vient ici, lambda. On va faire une assignation de valeur à notre variable lambda. On va dire que c'est Box-Cox. On va mettre en minuscule. Donc, voilà. Ici, Box-Cox lambda. Et on met le nom de notre variable qui est censé, voilà, à laquelle on est censé appliquer la transformation de Box-Cox. On la met à l'intérieur ici, de cette façon. Et ensuite, on exécute. Voilà. Et là, voici notre lambda. Le paramètre lambda, il est ici. Donc, notre paramètre lambda est moins 0,54. Bon, on va dire moins 0,5. Donc, là, notre paramètre, il est proche de 0 ou il est plus proche de 1? Si on se fie à ce qu'on a trouvé, notre paramètre, il est plus proche de 0 ou il est plus proche de 1? Moi, je dirais qu'il est plus proche de 0. Et dans le cas où il est plus proche de 0, techniquement, nous devons appliquer le logarithme pour corriger d'abord notre variable avant d'effectuer une différence première. Donc, la différence qui est la valeur d'arrivée moins la valeur de départ. D'accord? Donc, vu que notre paramètre lambda, c'est moins 0,54, qui est plus proche de 0 que de 1, la prochaine étape, c'est de faire notre transformation de Box-Cox. On va juste venir ici, on prend notre variable qu'on va créer, ce sera prix dehors Box-Cox. Donc, prix dehors, virgule, Box-Cox. Donc, notre variable prix dehors Box-Cox, comment on va faire? On va mettre ici. Donc, Box-Cox. Donc, voilà. Box-Cox, entre parenthèses. On met le nom de notre variable. C'était celle-là qu'on est censé prendre. On colle, on met virgule et on met le lambda. Le fameux lambda qui est ici. Donc, on prend le lambda. On le ramène ici. Et on exécute. Là, c'est bon. On a maintenant notre variable qui a été transformée en Box-Cox. Vu que notre variable vient d'être transformée en Box-Cox, on peut maintenant effectuer la différence première. Donc, pour effectuer la différence première, ce sera sur cette variable, la variable transformée. Donc, notre nouvelle variable, c'est celle-là. On va l'appeler diff prix dehors Box-Cox. Donc, diff prix dehors Box-Cox. On prend la valeur de la différence de prix dehors Box-Cox. Là, on vient d'effectuer la différence première sur notre variable. Et on peut prendre les mêmes tests qu'on a utilisés préalablement pour voir si la variable est devenue stationnaire après la différence première. Donc, on vient ici, on récupère nos tests tout simplement. C'est du recyclage. Alors, on les met ici de cette façon. Et on le met ici de cette façon. On le met ici de cette façon. Et on exécute. Et voilà le travail. Là, pour notre test de Dicke-Fuller augmenté, on a une p-value de 0,01 qui est inférieure à 0,05. Donc, notre variable a été stationnarisée après première différence. Et on regarde notre test de Philippe Perron, on remarque également la même chose. Deux valeurs similaires. Et si on arrive au niveau du test de KPSS, on voit une p-value de 0,1.
qui est supérieur à 0,05. Donc, la variable est stationnaire. On choisit l'hypothèse H0. D'accord? Parce que là, on teste la stationnarité directement. Vu que notre variable a été stationnarisée après la première différence, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer déjà notre modèle ARIMA. Mais là, le modèle ARIMA PDQ, on pourrait le mettre de façon manuelle. On pourrait l'instancier de façon manuelle, mais ce serait une perte de temps, vu qu'on a la possibilité de le faire de façon automatique. Donc, nous allons juste prendre un bloc de code. On va prendre celui-là en l'occurrence. On va le remettre juste ici. On va faire ça. On retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va créer un auto-ARIMA. Donc, auto-ARIMA. Auto-ARIMA. Et on va mettre le nom de notre variable qui est censé être un auto-ARIMA. C'est diff. Ouais, on a appelé DAF. Je pensais que je l'avais appelé diff. Je n'ai même pas vu ce que j'écrivais moi. Ok, donc on va mettre ça ici à l'intérieur. D'accord. Et on va l'appeler fit auto. Donc, fit underscore auto. Voilà. Donc on va faire ça comme ça. Et là, on a notre ARIMA qui a été effectué. Maintenant, on peut faire un summary. Donc, summary fit auto. On va faire un summary de fit auto pour l'afficher juste en dessous. Et voilà. Donc là, on a notre ARIMA. Et le ARIMA exact, c'est ARIMA 202. Pourquoi 202? Le 0, en fait, c'est la différence. Donc, vu qu'on a pris la variable qui a déjà été différenciée, donc là, c'est considéré comme étant stationnaire à niveau. Mais si on prenait la variable d'origine du prix de l'or, on allait être à 1 pour le paramètre ici. Vous voyez? Mais maintenant, le premier paramètre, c'est la composante AR. D'accord? La première composante, c'est la composante AR. Le 2, c'est le 2 de la composante AR. Et que signifie la composante AR? La composante AR est celle développée par Yule. C'est le vecteur, le paramètre autorégressif qui dépend de la valeur précédente ou la valeur passée, si je peux me prononcer de la sorte. Et maintenant, le 2, juste ici, c'est le paramètre MA, moyenne mobile, développé par Slutsky, donc qui dépend des erreurs passées. Donc, si on se fie à ce que nous avons un ARIMA de 0,2. Et il suffit juste de vérifier juste ici. Voilà, notre ARIMA a bel et bien été effectué. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier si nos résidus sont bel et bien des bruits blancs à travers le test de LusionBox. Donc, voici, check résidual du modèle auto-ARIMA. Voici ce que ça nous donne. Et là, on peut dire que les résidus sont des bruits blancs. Parce qu'en regardant ici, on a l'impression d'observer un processus stationnaire. On regarde les fonctions ACF, on a l'impression de suivre une marche aléatoire. On regarde également ici, on voit que la distribution semble suivre également une forme normale, une forme en cloche, tout ça. Maintenant, nous allons passer à la prédiction de nos variables. Alors, pour prédire nos variables, nous allons appeler, on va dire, forecasted. Bon, bien, on va juste les appeler valeurs predict, tout simplement, ou future valeur, future. On va les appeler future. Donc, on va dire c'est forecast. Qu'est-ce qu'on va forecast? C'est auto-ARIMA. Forecast, auto-ARIMA. Donc, on veut un forecast auto-ARIMA, mais on veut un forecast sur combien de jours? On va dire sur 10 jours, par exemple. Sur 10 jours. Et on fait un plot. Plot de futur. On fait un plot de futur et on vérifie. Là, on a les valeurs des 10 prochains jours. Donc, si on veut, on peut faire sur 100 jours. On peut même le faire sur 100 jours. Là, on a les valeurs du cours de l'or sur les 100 prochains jours. On va laisser sur 10 jours, on exécute. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également chercher les valeurs. Mais le problème qui va se poser ici à notre niveau, c'est qu'on a effectué une transformation de Box-Cox qui applique un logarithme sur les valeurs initiales. Et on a également fait une différenciation. Donc, si on veut avoir les bonnes valeurs de la variable, on est censé venir depuis le début au niveau de notre ARIMA. Et à ce niveau, au lieu de mettre la différence première, on va plutôt mettre la variable à niveau. Et si on met la variable à niveau, ici, pour notre ARIMA, on n'aura pas un 2, 0, 2, mais on aura plutôt un 2, 1, 0. 1, pourquoi? Parce qu'il faudra différencier de cette variable une fois avant d'appliquer un ARIMA. Parce que la variable n'est pas stationnaire à niveau, c'est la différence première qui est stationnaire à niveau. Donc, on va d'abord poursuivre.
On va poursuivre ici, on va prédire les valeurs et vous verrez ce dont je suis en train de vous parler. Vous verrez que, effectivement, on n'a pas la possibilité d'avoir les bonnes valeurs à cause de la transformation de Boxbox qu'on a eu à appliquer. Donc pour le faire, on va l'appeler prédiction. On va dire prédiction. Donc prédiction prend la valeur de predict. Donc, predict. Prédiction prend la valeur de predict. On met ici auto arima, virgule. On met n point. Ok. Alors, et on met 5. Et là, on exécute. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient ici, on fait ça, et on veut afficher les valeurs predict. Prédiction, pred. Bon, c'est trop long, on va l'appeler plutôt pred. On va réduire maintenant. On réduit aussi ici. On exécute. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, on a bel et bien prédit 5 valeurs, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais par contre, vu qu'elles ont subi une transformation logarithmique, on ne peut pas exactement savoir à quel prix ça correspond. Et si on devait également faire une nouvelle transformation, ce ne serait pas forcément la vraie valeur qu'on trouvera. Donc, on va d'abord poursuivre sur cette lancée, c'est-à-dire qu'on poursuit en cherchant par exemple l'intervalle de confiance, puis ensuite on revient maintenant sur ça pour utiliser la variable à niveau. Et là, on aura des vraies valeurs. Donc, on va effacer tout ça. On vient ici. On va créer des intervalles de confiance. Lower. Donc, on va mettre lower pour la valeur de. Donc, lower pour la borne inférieure. Donc, lower, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre pred. On met underscore. Qu'est-ce que je raconte? On met le symbole $. Ensuite, moins 1.96 et on multiplie par pred $SE. On va faire la même chose pour upper. Donc on vient ici, upper pour la borne supérieure. Donc upper prend la valeur de. On va enlever tout ça. Et ici, au lieu de moins, on va juste mettre plus. Et on est bon. On regarde la même chose pour ça. Ensuite, on va créer un data frame, une data.frame. Donc, predict. Donc, predict. Bon. Là, au lieu de ça, on va peut-être mettre ça, on l'appelle pred. Donc, on va venir ici, on l'appelle pred, donc on va l'afficher. Ensuite, predicted égal. On va prendre ceci. On va mettre ici et ensuite on va mettre lower et upper. Donc lower 95, lower 95 qui est égal à lower 7,1 upper 95 qui est égal à upper. Et ensuite, on va exécuter et voilà le travail. Donc là, on a nos valeurs predict. Là, on a les bornes inférieures. Là, on a la borne supérieure. Donc les intervalles de confiance et la valeur qu'on trouve. Maintenant, comme je vous disais, vu que les variables, les valeurs ne sont pas interprétables, ce qu'on peut faire par exemple, c'est qu'on revient juste ici.
on revient à l'initialisation de notre modèle ARIMA, juste là. Au lieu de mettre la variable différenciée et transformée en box-box, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la variable d'origine. Et si on met la variable d'origine, juste là, ce qu'on aura ici, c'est qu'on aura 1. Ici, on aura un 1 plutôt qu'un 0, parce que là, ce sera une variable qui nécessitera une différence première. Donc, on va faire ça, pour que je vous montre. Donc, on va juste chercher le nom de la variable ici. C'était... ok, ouais, c'est ça. C'est celle-là. Donc, on vient la chercher tout juste là. On la ramène dans notre ARIMA. C'est là, le auto-ARIMA. C'est à partir d'ici qu'on a initialisé le ARIMA. Donc, on a juste à changer à ce niveau. Et il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de faire d'autres modifications parce que sur R, lorsqu'on réinitialise une variable qui a déjà été initialisée avec le même nom, la valeur précédente est juste écrasée. Et donc, la nouvelle valeur est conservée en mémoire. Donc, j'ai juste à faire ça. Et là, ça ne change pas grand-chose pour notre ARIMA, mais c'est surtout ce que je vous ai dit ici. Vous voyez, on a plutôt 2, 1, 2 au lieu de 2, 0, 2. 2, 1, 2, pourquoi? Parce que là, on a utilisé la variable à niveau qui a nécessité une différence première. Donc, c'est après une différence première que la variable donne des bons résultats. Donc, après, on vient ici, check ARIMA, et là, la variable suit, le ARIMA suit toujours, et les résidus sont toujours des bruits blancs. Les résidus sont toujours des bruits blancs. Et ici, on fait les prédictions sur les 10 prochaines valeurs. On exécute. Là, vous voyez, on constate qu'au départ, il y a d'abord une chute, parce que là, c'est la variable d'origine. Il y a une chute, voici la variable d'origine, et puis voici les valeurs prédictes qui se stabilisent. Si ici, on met par exemple 100 pour qu'il y ait une bonne visibilité. Voilà. Donc, on remarque une stationnarité. Vous voyez, juste ici. Et maintenant, si on vient juste là, on essaie maintenant de prédire les vraies valeurs. Vous verrez qu'on n'aura plus ces coefficients-là, mais on aura d'autres coefficients qui s'apparenteraient à ceux qui sont directement sur la base d'origine. Donc là, vous voyez. Donc, on a ça, les 5 prochaines valeurs du cours de l'or. Donc, ce sera 1924,871, deuxième 1924,872, troisième 1926, etc., etc., etc. Donc les valeurs sont comprises entre 1924 et 1928, si c'est en francs CFA, 1924 francs CFA et 1928 francs CFA. Donc ici, les intervalles de confiance vont également nous donner les valeurs. Donc ici, par exemple, la première valeur sur les 5 prochains jours, donc le premier des 5 prochains jours, le cours de l'or sera à 1924,871. Donc, compris dans un intervalle de 1890 et 1959. Donc, c'est-à-dire qu'on est sûr que la variable doit être comprise dans cet intervalle-là, mais on estime que la variable pourrait être celle-là. Vous voyez? Donc, l'intervalle, la borne inférieure, c'est 1890, la borne supérieure, 1959. On vient ici, pareil. Donc, entre le premier jour et le deuxième jour, la variable va rester à peu près stable à la différence de voilà, juste un millième de point. Mais par contre, c'est les intervalles de confiance qui vont vraiment varier. Et on regarde également ici, c'est pareil. Donc en gros, c'est ça. C'est la seule chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui et je vous souhaite de passer une excellente soirée.